Bienvenue Bruno Retailleau. Vous êtes, je le rappelle et je l'ai dit il y a quelques minutes, président du groupe LR au Sénat. Évidemment, on a beaucoup de questions à vous poser, ne serait-ce que sur cette commission mixte à laquelle vous croyez. Oui, je pense que moi je veux un texte. Donc la procédure parlementaire, c'est que voilà, il y a le Sénat, première lecture, il y a eu l'Assemblée, rejet du texte, mais il y a toujours un texte. Le texte, c'est le nôtre. Est-ce que c'était une stratégie au moment de voter le rejet non, de se dire que voilà, finalement, ce serait cette commission mixte paritaire qui serait convoquée, qui est clairement à droite? Ça serait génial de vous dire qu'il y avait une stratégie très réfléchie du fait qu'on savait d'abord que la motion de rejet serait votée. Non, évidemment que non. Mais c'est les institutions. Le seul texte qui existe aujourd'hui, c'est le texte du Sénat. Ça tombe bien, le gouvernement veut aussi un texte. La seule façon d'avoir un texte dans les institutions parlementaires de la Ve République, c'est qu'il y ait une commission mixte paritaire. Je vous rappelle, 7 députés et 7 sénateurs, on se met d'accord ou on se met pas d'accord, il y a un texte ou il n'y a pas de texte. D'ailleurs, je me permets de vous demander, vu du Sénat, vous saviez que ça allait se passer comme ça? Vous étiez prévenu? Vous aviez idée que... Non. Vous avez été surpris, vous aussi? Beaucoup ont été surpris. Franchement, quand ça se joue à quelques voix près, celui qui vous dit qu'il avait tout prévu est un menteur. C'est pas vrai. Savait-on qu'il y aurait, par exemple, 5 députés de Renaissance, je crois, qui n'étaient pas là, ou qui, voilà, 3 du Modem qui ont manqué, ou alors encore un Horizon? Personne ne pouvait le savoir. Je crois qu'il y avait 9 députés de la majorité au tout. Oui, 5 plus 3 plus 1 égale 9. Donc ça, on ne pouvait pas l'anticiper. On savait, tous, nous savions que ça pouvait être extrêmement serré. Voilà. Peut-être vous faire écouter quand même, ou vous faire lire déjà ce qu'a dit Emmanuel Macron en sortie du Conseil des ministres. C'est du cynisme, de l'incohérence, le jeu du pire, notamment joué par 2 partis de gouvernement qui ont dirigé le pays pendant 40 ans. Et on va peut-être écouter Gérald Darmanin, il parle de politique politicienne et il dit que les LR notamment ont joué contre la France. On écoute le ministre de l'Intérieur. Écoutez, moi, hier j'ai regretté... la politique politicienne, les alliances contre nature, et puis pour faire un petit coup, on a finalement joué contre la France, on a joué contre ses fonctionnaires. Donc je ne vais pas moi-même ce matin parler ou commenter d'abord des décisions qui ne me concernent pas, puisqu'elles appartiennent au président de la République, et puis ensuite qui relèvent de l'actualité politique. Moi ce qui m'intéresse, c'est la protection des Français. Tant que je serai ministre de l'Intérieur, jusqu'à la dernière minute, ce sera la protection des Français. Vous voulez réagir tout de suite, monsieur Retailleau? C'est l'hôpital qui se moque de la charité, la politique politicienne. Moi, je pense que si cette motion de rejet a finalement été votée, c'est le crash du en même temps. On ne peut pas dire ce que M. Darmanin a dit. Il a dit, j'y étais au Sénat, c'est un bon texte, en sortant du Sénat. Ensuite, quelques semaines après, il y a un texte qui sort de la commission des lois de l'Assemblée qui a détricoté celui du Sénat. Les 2 textes sont contradictoires. Et il dit, avec le même aplomb, vraiment le même aplomb, c'est un bon texte. Il y a un problème. Quand on est dans le « en même temps », et dès le départ, ce texte a été marqué par l'ADN du macronisme, qui est le « en même temps », il y a un moment donné, on se prend le tapis dans les pieds. Et pourtant, ce texte, il plaisait aux Français. Quand il dit que vous jouez contre la France, c'est un texte qui a été approuvé par une grande majorité de Français. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une seule chose, et je pense qu'il faut le souligner. Les Français sont un peuple qui est aujourd'hui fragmenté, divisé. Certains écrits même archipélisé. Une des grandes questions qui réunit aujourd'hui les Français, c'est que beaucoup de Français, et de gauche et de droite, aujourd'hui, y compris des sympathisants de LFI, pensent qu'il y a trop d'immigration. Le mandat qu'ils nous ont donné aussi, c'est de diminuer, de contrôler une immigration dont ils pensent que les outils juridiques de cette maîtrise des flux a échappé à l'État et aux parlementaires. Donc 80% à peu près, entre 74 et 80% des Français veulent qu'il y ait moins d'immigration. Le texte du Sénat répondait à cette exigence. C'était un texte... Alors, on peut être pour, on peut être contre. Chacun a ses convictions. Moi, j'ai mes convictions. J'admets que d'autres aient d'autres convictions. Mais en tout cas, les Français sont très clairs. Ils pensent que l'immigration, c'est pas une chance. C'est souvent un drame. D'où cette idée que vous aviez de proposition de loi constitutionnelle relative à la souveraineté de la France par rapport, effectivement, aux décisions européennes pour, justement, avoir, on va dire, une souveraineté nationale à propos de l'immigration. 2 choses. Il y avait 2 choses importantes. Puisqu'il y avait 8 articles. Première chose, c'était d'autoriser le référendum pour l'immigration. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'immigration est sans doute le phénomène social qui a le plus impacté la société française depuis un demi-siècle, sans que jamais on ait demandé directement aux Français de se prononcer. Et puis ensuite, quand il y a un référendum, les mesures approuvées par le peuple sont des mesures qui s'imposent, y compris au Conseil constitutionnel. Il y avait un 2e article
qui est un article qui prévoyait que lorsque notre identité constitutionnelle est menacée, on puisse avoir, le peuple, ses représentants, le dernier mot sur des jurisprudences qui peuvent menacer l'identité constitutionnelle. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une invention récente, puisque le Conseil constitutionnel lui-même, Pierre Mazeaud, président du Conseil constitutionnel, en 2005, sur le rapport sur le traité constitutionnel européen, vous savez, il y a eu un référendum, eh bien, avait sorti de cette jurisprudence que, attention, il y avait primauté des traités, primauté du droit européen, à la condition stricte qu'il ne menace pas l'identité constitutionnelle. Votre proposition de loi devait être examinée ce soir et vous l'avez retirée. Et on l'a retirée, pourquoi ? Parce que c'est ce que je vous demande. Pourquoi ? Parce qu'en commission des lois, il y a eu un accord entre macronistes, centristes et la gauche pour le détricoter et notamment pour annuler les deux articles, le référendum. Sans contenu pour vous. Elle est totalement. Moi, je vais vous dire, je préfère, y compris quand on appartient à une majorité, quand on a des convictions, on prend acte des accords, on n'en fait pas un drame, et puis on arrête les frais. Mais je considère vraiment que tant qu'on n'aura pas une réforme constitutionnelle, quand on ne donnera pas aux Français le moyen de s'exprimer, plutôt que de laisser ces questions à des populistes ou aux autres, je pense que c'est mieux que ce soit le peuple français qui puisse trancher cette question. Vous êtes d'accord avec ça, Gérard Miller? Et après, je donne la parole à tout le monde. Je voudrais, Monsieur Retailleau, que vous soyez sensible au fait qu'il y a un certain nombre de gens dont je suis certainement, je l'admets, minoritaire, peut-être pas dans les proportions que vous imaginez, qui trouvent terrible, terrifiant, des propositions comme l'immigration est dans la plupart des cas un drame. Vous parlez à un pays où un si grand nombre de nos concitoyens sont eux-mêmes ou des immigrés ou des enfants ou des petits-enfants d'immigrés. Donc, moi qui suis plus âgé que vous et qui ai beaucoup regardé ce qui avait pu se passer dans un certain nombre d'années sombres, j'ai tellement entendu sur les immigrés qu'on appelait les métèques, qu'on appelait les... je ne vais même pas reprendre les termes injurieux qu'on utilise. Je n'ai jamais dit ça. Non, mais bien entendu, je ne pense pas une seconde que vous soyez de ce côté-là. Je dis que j'ai tellement entendu de propos sur les immigrés, sur les étrangers, que je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y a 10 autres sujets, je ne vais pas dire 100, mais 10 autres sujets, au moins aussi importants, sinon plus importants que l'immigration, et que de faire de l'étranger, de l'immigré, qui sont en général des malheureux dans la quasi-totalité, je ne parle pas des terroristes, je ne parle pas des criminels, je parle de l'immense majorité des gens que vous connaissez comme je les connais, de faire d'eux des boucs émissaires, de considérer qu'il y a un tel problème qu'il faut absolument que tous les Français s'expriment. Alors je veux bien être minoritaire là-dessus, mais je peux vous assurer que moi, lorsqu'on me dit le mot immigration ou le mot étranger, pour moi ce ne sont pas des gros mots, ce sont des mots humains et à l'occasion extrêmement... Et je me permets juste d'ajouter un point à ce que dit Gérard. Vous dites effectivement que la grande majorité des Français vivent l'immigration comme un drame. La majorité des Français, là encore, 56% sont pour l'article 3, qui est un point d'achoppement et qui permet la régularisation des travailleurs sans papier. Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris conscience qu'on donnait un droit à la fraude, un droit opposable à des gens qui avaient fraudé la loi française et qui étaient venus sur le territoire de France clandestinement. Je voudrais répondre à Gérard Miller. Et très bien, parce qu'on a Carl Olive très rapidement. J'ai indiqué que c'était un drame pour répondre à cette affirmation que j'ai souvent entendue que l'immigration est une chance pour la France. Non. Ça n'est pas une chance pour les Français parce qu'aujourd'hui, on ne parvient plus à intégrer, parce qu'on a un modèle social qui est menacé, et aussi pour des immigrés qu'on déracine aussi. On le voit bien. Et j'ajoute, et enfin, je pense que dans tous les pays d'Europe, ceux qui font le jeu du vote populiste, c'est ceux qui jouent l'autruche. Vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé en Hollande. En 2022, la Hollande a accueilli 400 000 immigrés. Proportionnellement à la population française, c'est comme si on avait accueilli 1,6 million. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un type d'extrême gauche qui a remporté les élections législatives. Et ce qui s'est passé en Hollande est en train de se passer partout. Regardez la Suède. D'extrême droite. D'extrême droite, bien sûr. Donc, je pense que si on ne se saisit pas de ce problème, vous voyez, on aura une France encore plus fragmentée, avec des questions qui seront des questions d'intégration, d'assimilation profonde. Un corps politique doit être un corps politique qui accepte un nombre, mais un nombre qui soit un nombre avec une quantité qui soit, comment dirais-je, compatible
avec l'assimilation. Et aujourd'hui, on est totalement dépassé par le nombre. Carl Olive est en duplex, député des Yvelines. Bonsoir, monsieur Olive. Merci d'avoir patienté, mais vous écoutiez, j'imagine, les propos de Bruno Retailleau. Et j'aimerais commencer par une première question. C'est un tweet que j'ai vu aujourd'hui qui résume peut-être la situation. Et qui sait votre pensée? Vous allez me le confirmer. C'est un essayiste, écrivain qui s'appelle Philippe Bridet qui a tweeté aujourd'hui: une gauche inexistante, une droite lamentable. Tony Yoka est entré à l'Assemblée nationale. Je trouve ça assez fort comme remarque, mais c'est vrai que cette gauche et cette droite qui ont réussi à s'entendre contre vous, ça a dû vous mettre KO quand même. Il y a eu quelques chaos, il y a eu quelques uppercuts, mais je crois qu'il y a autant de spectateurs qui attendent cette loi sur l'immigration, et notre porte d'entrée, la seule boussole que nous devons partager, je pense que c'est celle que partage M. Retailleau, ce sont la porte des Français. Moi, je rejoins M. Retailleau en disant qu'hier, il y a un chemin démocratique qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, et il n'est pas question pour moi d'aller critiquer le fait que les LR se soient entendus avec le Rassemblement national et LFI, puisque c'est de toute façon ce qu'ont souhaitent les Français avec cette majorité relative. Pour autant, je trouve dommage qu'on se prive effectivement d'un débat dans une enceinte qui demande que cela, et surtout que ce soit plébiscité, et vous l'avez déjà rappelé, Monsieur Ruquier, avec vos équipes, Madame Hametz, que ce soit plébiscité par 8 Français sur 10, et on rappelle ces métiers en tension à près de 56%. Ce qui est dommage, et c'est pas l'engagement, je pense, que nous partageons avec Monsieur Retailleau, je n'en doute pas un seul instant, que je connais, c'est que parfois on a l'impression que le parti est plus important que le pays, et c'est bien dommage. Moi, hier, ce que je constate, c'est que finalement, c'est pas une motion de rejet finalement contre cette loi d'immigration qui a été votée. C'est une motion de rejet à l'endroit de Gérald Darmanin, tout simplement parce que Gérald Darmanin est certainement celui qui est une digue contre les populistes. C'est celui qui est ancré sur le terrain, en adéquation avec la réalité du terrain. Voyez-vous, je suis heureux que vous ayez fait dépasser une équipe ici à Poissy, où je passe une bonne partie de la semaine dans cette circonscription. Je peux vous dire que ça se passe très mal sur le terrain, parce que les Français effectivement se sentent en insécurité. Les Français veulent être protégés, comme les policiers veulent être plus protégés, comme la justice souhaite être plus investie, comme les magistrats et préfets souhaitent être plus soutenus. Et c'est ce que souhaite effectivement Gérald Darmanin. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est le chemin démocratique. Eh bien, il y a effectivement cette CMP sur la base du projet de loi qui a été voté en première lecture par le Sénat. Et moi, je tiens à rendre hommage aux sénateurs qui avaient fait effectivement ce travail. Et puis ensuite, il y aura une autre issue qui sera soit une CMP, donc une commission mixte paritaire, mot barbare, conclusive. Et à ce moment-là, il y aura un aller-retour à la fois au Sénat et ensuite à l'Assemblée. Ou alors, elle ne sera pas conclusive et il faudra prendre des décisions. Mais je pense véritablement qu'il faut que nous ayons comme unique porte d'entrée les Françaises, qui malheureusement parfois donnent le sentiment que ce ne soit pas le cas. Il ne faut pas se demander pourquoi derrière il y a une telle fracture entre les Français et les politiques notamment. Monsieur Darmanin, dans l'interview qu'il a accordée à La Voix du Nord, qui paraîtra demain, dit c'est quand même d'abord un échec. Il assume une part de l'échec, mais il dit c'est d'abord un échec de l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un échec de l'Assemblée nationale, avec effectivement le fait que à vouloir satisfaire et équilibrer un texte, encore une fois, qui est plébiscité par les Français, ça devient compliqué. Mais rappelez-vous, et Monsieur Retailleau le sait bien, le général de Gaulle, le 13 mai 1958, quand il crée la Constitution, que dit-il? La France, c'est pas la gauche. La France, c'est pas la droite. Il y a deux courants dans ce pays. Et encore aujourd'hui, le courant du devoir, de la tradition, du respect, celui qui est incarné par les gaullistes, par les républicains, et puis celui des progressistes, des sociaux, qui est incarné aujourd'hui, on va dire, par une frange gauche. Et vouloir diriger ce pays sans tenir compte finalement de ces deux jambes, c'est une faute nationale impardonnable. Eh bien, on en est là aujourd'hui. Pour autant, encore une fois, il faut respecter les votes, et il faudra prendre ses responsabilités le moment venu. Et moi, j'espère que ce soit le plus rapidement possible, non pas pour se faire plaisir, parce que ça, c'est pas le cas, mais simplement parce que, encore une fois, aujourd'hui, les Français ont besoin de se sentir plus en sécurité. Et moi, je suis un fervent défenseur de faire en sorte qu'il y ait une réciprocité entre les droits et les devoirs. Celles et ceux qui viennent pourrir l'immense majorité des Français, je parle des délinquants mineurs, des familles en question, doivent véritablement être expulsés. Pour autant, il faut arrêter la vaste hypocrisie. Nous avons effectivement des
métiers en tension. Je pense, j'étais président du conseil de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain. Je peux vous dire qu'ils sont ravis d'avoir des populations étrangères qui viennent aujourd'hui officier ici sur le CHI Poissy-Saint-Germain. On vous remercie pour vos réponses à nos questions et dans ce que vous nous avez dit, j'ai cru comprendre, et je me tourne vers monsieur Retailleau, j'ai cru comprendre quand même, au fond, ce que retient la Macronie, c'est que Éric Ciotti, le Rassemblement national, derrière Éric Ciotti peut-être Laurent Wauquiez, voulait la peau de Gérald Darmanin parce que c'est un éventuel candidat à la présidentielle dans quelques années. Très franchement, je ne pense pas. Je pense que c'est un texte de l'en même temps. Vous ne pouvez pas, quand vous voulez, je le disais tout à l'heure, maîtriser des flux, c'est-à-dire le nombre, vous ne pouvez pas à la fois dans le même texte vouloir expulser plus et régulariser plus. On parlait de l'article 3 qui est devenu l'article 4 bis sur la régularisation. Bien sûr qu'on a besoin de travailleurs qui sont étrangers. Je veux simplement dire qu'il y a des millions de Français au chômage. Pourquoi ne pas mieux les former? Je veux aussi dire qu'il y a, au moment où je vous parle, 560 000 étrangers qui, eux, sont en situation régulière, qu'on peut aussi former, qui sont au chômage pour travailler. Donc je pense qu'on donne des signaux alors que partout en Europe, l'Allemagne, mais aussi le Danemark, la Suède, partout les législations se durcissent. Si la France reste le pays le plus avantageux, on attirera beaucoup plus de ces flux. Et je pense que le défaut de ce texte, c'est d'avoir voulu tracer une sorte d'équilibre entre l'aile gauche et l'aile droite. En même temps, en matière d'immigration, ça ne marche pas. Oui, Morin. Bruno Retailleau, vous repartez sur le fond et je vous comprends. Mais oui, parce que le fond, c'est quand même le plus important. Mais on ne peut pas nier le fait qu'il y a quand même des inimitiés entre Gérald Darmanin et certains membres, certains ténors de votre famille politique qui ont également joué dans l'équation. On sait par exemple qu'Olivier Marleix déteste, une haine considérable à Gérald Darmanin. On sait également qu'Éric Ciotti a pris ombrage du déplacement la semaine dernière de Gérald Darmanin auprès de Christian Estrosi. Est-ce que finalement, le choix qui a été fait... Sans compter son soutien à Édouard Philippe ce week-end. Sans compter, en effet, le soutien à Édouard Philippe. Est-ce que finalement, le choix qui a été fait n'a pas davantage été un choix de personne plus qu'un choix de raison? D'autant qu'honnêtement, il y a quand même débat au sein même des LR sur finalement le rejet de ce texte qu'il fallait adopter ou non, étant donné que globalement, toute votre famille politique pense que ce texte va dans le bon sens, mais ne va pas assez loin. Vous voulez que je vous dise? Je m'en fiche totalement des considérations personnelles. Mais alors, oui, mais ça joue. Vous n'imaginez pas. Ça joue. Non, mais arrêtons. Je veux dire que, voyez, on superpose une crise politique, une crise économique quand même, sociale, géopolitique. On a toutes les crises actuellement en France et on va aller chercher la politique aérienne. Non, moi je pense que si Parce on que veut malheureusement, c'est ça qui fait très souvent les décisions qui sont adoptées par la suite. On essaie comme parlementaire. Je pense que le Sénat essaie de le faire. Vraiment, j'essaierai de vous convaincre et venez un jour au Sénat, suivez nos travaux. On essaie de faire un travail sérieux. Encore une fois, on a des convictions. Je ne nie pas la qualité du travail par ailleurs. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'un texte comme ça ne peut pas fonctionner. Le en même temps ne fonctionne pas. Ça, on a bien compris. Et très franchement, même sur les expulsions. Là, le texte du Sénat a été très très ferme. Avec le texte de Gérald Darmanin, je suis désolé, il y a des trous dans la raquette. Or, si on veut demain qu'il y ait un certain nombre d'étrangers très très dangereux qu'on puisse expulser, y compris qui ont des crimes... Il rappelle à chaque fois, M. Darmanin, que ce texte aurait permis d'expulser 4000 étrangers délinquants par an. Ce n'est pas rien non plus. Oui, mais par rapport à la version du Sénat, par exemple, le quantum de peine qui aurait permis justement d'expulser, il l'a rehaussé, c'est-à-dire que nous, dès 3 ans, quand vous êtes passible d'une peine de 3 ans, vous êtes étranger sur le territoire, M. Miller. C'est ça la définition quand même de l'hospitalité. Il y a quand même une réciprocité. Vous faites des délits. Jusqu'à présent, il y avait même... La commission des lois avait révélé le cas d'une personne, un étranger. Vous vous rendez compte? 42 délits en une vingtaine d'années. 42. Des choses incroyables. Il était inexpulsable. Mais donc, et nous, on a pris les moyens pour que ces gens-là soient expulsables. Bruno Retailleau, vous savez que ce texte est nécessaire. Jusqu'où irez-vous pour jouer le bras de fer, pour imposer votre vision de ce texte, étant donné que la CMP va s'ouvrir dorénavant? Il n'y a pas de bras de fer. Il va y avoir un bras de fer en CMP. C'est le principe même. J'essaie de m'expliquer. Notre texte. D'abord, j'observe que beaucoup le trouvent d'ailleurs, car le livre a l'air de le trouver très bien. Est-ce que vous serez prêt à risquer dans la commission mixte paritaire? Est-ce que vous serez prêt à risquer que la CMP ne soit pas conclusive? Je vais vous dire, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle le sera, parce que le texte du Sénat est bon. Et je vais vous montrer pourquoi. Une preuve. Nous avons obtenu les 2 tiers. Croyez-moi, sur des textes comme ça, c'est très très rare d'avoir une majorité de 2 tiers au Sénat. Ça veut dire que le groupe macroniste, par exemple, le groupe centriste, le groupe Horizon, ils l'ont voté. Croyez-vous que ces groupes-là, parlementaires, l'auraient voté
si le texte du Sénat n'était pas bon, si le texte du Sénat ne recherchait pas finalement une forme de compromis. Et on a un texte d'une très grande fermeté où il a été durci. Et je l'assume totalement. Et je n'assumerai pas que ce texte soit détricoté, une fois de plus, en commission mixte parlementaire, et que le gouvernement tente de faire passer par la fenêtre de la CMP ce qui a été mis à la porte de l'Assemblée. Donc vous serez prêt à une CMP non conclusive. J'espère qu'elle sera sur la base de notre texte. C'est ce que j'ai dit à la Première ministre, que j'ai eu juste quelques minutes avant d'arriver. On voulait vous faire réagir à un tweet de Mathilde Panot de la France Insoumise. Peut-être qu'on peut le voir, ce tweet. Je ne réagis pas au tweet de Mme Panot. Mais ça va sûrement vous intéresser. Nous saisissons la procureure de la République sur des faits pouvant s'apparenter à de la corruption d'élus par le ministre Gérald Darmanin. Marchander des votes pour éviter le rejet de sa loi immigration contre des gendarmeries, des brigades de gendarmerie mobile. Ces faits, s'ils sont avérés, sont une atteinte grave à l'exercice démocratique. Et on a eu sur ce plateau un député du Parti socialiste qui visiblement partage le même nom qu'un député, exactement, qu'un député Les Républicains. Et voilà ce qu'il raconte. Un brin peut en cacher un autre. C'est pas le ministre lui-même qui m'a appelé, c'est son directeur de cabinet qui est un préfet et qui effectivement s'est trompé et il appelait un député LR pour le convaincre de voter la loi immigration en lui promettant une nouvelle brigade de gendarmerie dans sa circonscription. C'est un homonyme qui s'appelle Fabrice Brun, qui est député de l'Ardèche. Et donc effectivement, j'ai dû lui dire, écoutez, vous êtes trompé sur la marchandise, c'est Philippe Brun, le député socialiste de l'Eure. Ce sont des pratiques courantes? J'espère pas, en tout cas c'est nul. J'entendais tout à l'heure le ministre parler de politique politicienne. Et c'est quoi ça? Mais est-ce que ça, vous êtes au courant de ce genre de manœuvre ou pas? Est-ce que vous savez, est-ce qu'on vous a rapporté En tout cas, je sais très très bien qu'il y a des méthodes de persuasion qui ne doivent rien à la poésie. Lesquelles? Celle-ci, par exemple, j'imagine. Il répond à ça, M. Darmanin, et il a répondu. Pareil, même interview qui sera demain dans La Voix du Nord. En ce qui concerne la brigade de gendarmerie annoncée à M. Fabrice Brun, député LR de l'Ardèche, pas celui qu'on a vu donc, mais le vrai, le bon, si j'ose dire. Eh bien, cette gendarmerie a reçu l'agrément en juillet, dit M. Darmanin, et elle a été officialisée en octobre. Cela n'a donc aucun rapport, dit le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, et là il est plutôt drôle, il dit d'ailleurs, si c'était pour obtenir une voix, j'attends celle de M. Ciotti, qui a reçu 2 brigades dans sa circonscription. Alors, moi, j'en ai reçu, c'est une bonne défense. J'en ai reçu 3 en Vendée. Effectivement, il y a plusieurs mois. On me les a confirmés il y a plusieurs mois. Et ça n'a pas influé du tout sur le vote du Sénat. Enfin, en tout cas, le mien. Blanche Léridon. Moi, je voulais revenir juste un instant avant de conclure sur ce que vous avez dit et sur ce qu'on a beaucoup répété. Les Français pensent que, et notamment, vous avez dit, les Français pensent qu'il y a trop d'immigration. Oui. Les Français pensent aussi qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur ce qu'est l'immigration en France. Et il y avait des sondages absolument fascinants d'Eurostat qui montrent que quand vous interrogez les Européens et les Français en particulier sur leur perception du nombre d'étrangers, elle est beaucoup plus importante que les chiffres réellement observés sur le territoire. Donc moi, je pense que c'est pour ça que là, toute cette atmosphère de précipitation, d'urgence me gêne, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le travail de base, les fondamentaux, de rappeler en fait ce que c'est que l'immigration en France, de redonner les bons chiffres. Et ça, alors je ne suis pas une immense partisane des conventions citoyennes, mais il y avait eu cette idée-là, il y a presque un an, qui avait été amenée dans le débat. Sans compter, pardon de vous le dire, sans compter dans certains partis l'amalgame entre étrangers et Français issus de l'immigration, qu'on ne pourra de toute façon jamais faire partir, comme certains le font croire. Un exercice très salutaire qu'on a manqué, une espèce de refroidissement autour de ces sujets-là, et de remettre un petit peu d'objectivité et de chiffres dans le débat, et ça, je pense que c'est dommage, parce que on fait dire tout et leur contraire aux Français, mais ce que les Français reconnaissent les premiers, il y avait un sondage, je crois que c'était le même sondage Via Voice d'ailleurs qui le reconnaissait, ils sont les premiers à dire j'aimerais en savoir davantage, je reconnais que je ne sais rien. Vous avez 1 minute, Gérard Miller. Moi, je voudrais dire juste quelque chose à M. Retailleau. Peut-être qu'en sortant de cette émission, vous allez au restaurant, moi je vais y aller d'ailleurs, ou peut-être demain ou après-demain, et vous savez que dans les cuisines, il y aura des hommes, des femmes, un sandwich, sans papier, qui travaillent, qui payent des impôts. Il n'y a pas besoin d'aller au restaurant, quand on se fait livrer, c'est la même chose. Voilà, mais je prenais cet exemple-là parce que j'ai faim et que je vais au restaurant tout à l'heure. Donc peut-être que vous aurez l'idée, peut-être un jour vous serez, je ne vous le souhaite absolument pas, à l'hôpital, et vous verrez aussi des soignants qui payent des impôts, qui sont salariés, qui ont des enfants à l'école. Est-ce que vous ne pensez pas que l'idée de régulariser tous ces gens, c'est la moindre des choses qui vous permettrait peut-être de passer un meilleur repas? Non, parce que si vous donnez une prime à la fraude, ça veut dire que vous allez inciter notamment les mafias, notamment les passeurs, à diriger des flux de plus en plus importants sur la France. Il y a des millions de Français qui sont au chômage. Il y a aussi 560 000
qui sont des travailleurs étrangers, mais qui, eux, sont régularisés. Ils sont en situation régulière et ils sont au chômage. Je propose qu'on donne la priorité aux Français et puis à ces étrangers qui sont, eux, en situation régulière. Je voudrais simplement réagir pour dire que les Français, vous savez, ils n'ont pas besoin de grandes études. Un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christophe Guilluy, a fait plusieurs ouvrages. Et il y a plusieurs études qui montrent très bien que la demande des Français, les Français qui demandent le plus de contrôler l'immigration, pas seulement en France, mais aussi ailleurs, c'est les Français du bas. C'est les Français qui ne peuvent pas se protéger des conséquences de l'immigration, d'une immigration dérégulée, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des appartements dans des beaux quartiers, de mettre leurs enfants dans des bonnes écoles. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est une demande populaire aussi, et qui est une demande tout à fait noble. Je pense qu'un pays, une communauté nationale, c'est un dedans et c'est un dehors. Il n'y a pas de corps politique, si vous voulez, sans frontières. Il n'y a pas d'État sans que l'État assure la sécurité et le contrôle de son territoire. C'est fondamental, y compris d'ailleurs pour des pays comme le nôtre, où heureusement on a un modèle social très généreux. Eh bien, il y a une incompatibilité entre un modèle social généreux et l'ouverture à tout vent des frontières. C'est vous qui aurez eu le mot de la fin, Monsieur Retailleau. Merci d'avoir accepté notre invitation.